Bonjour, on a un petit peu de retard. Vous allez maintenant avoir ce panel, c'est en fait 5 regards croisés, 5 experts du digital qui vont en fait vous parler de la transformation du travail. Comment on travaille autrement. Donc le premier, c'est Harold Jarch. C'est un consultant indépendant. Là, j'ai un retour qui est bien, mais il n'y a que la moitié de l'écran. Donc Harold, il est canadien, bilingue franco-anglais. C'est un des rares designers bâtisseurs indépendants dont l'activité soit exclusivement centrée sur la transformation du travail et le développement d'une attitude entrepreneuriale. En plus, il simplifie ce qui est complexe, il donne du sens. C'est au laser, Harold, ça sera le premier à nous parler. Ensuite, on va avoir Jane McConnell, qui est, elle est spécialisée sur, en fait, les espaces de travail. En fait, c'est une chercheuse franco-américaine, et elle, son sujet, c'est espace de travail numérique dans les grandes entreprises. Et elle a inventé le premier modèle qui permet aux entreprises d'évaluer leur maturité digitale. Ensuite, moi, je vais m'intercaler, je me présenterai après. On aura Alexis Nicolas, qui est, lui, il est artisan en management. Et pour lui, la performance d'une organisation, ce n'est pas du tout la somme des performances de chacun. C'est en fait le produit de toutes les interactions entre tout le monde. Et puis Patrick Rhin, lui, c'est un serial entrepreneur qui a lancé et revendu un certain nombre de sociétés. Et récemment, il vient de lancer une société sur un mode complètement digital. Et donc, il nous partagera les enseignements de cette expérience. Quant à moi, je suis en fait quelque part un entrepreneur dans le digital. Ça fait 40 ans que je travaille dans l'innovation, en fait, à la périphérie des entreprises. Je vous expliquerai ça rapidement. Et actuellement, je monte un réseau de gens qui sont bilingues, en fait. Ils parlent d'entreprise traditionnelle et ils sont également très à l'aise dans le digital avec un fort côté entrepreneurial. Et ce qui est intéressant, c'est que tous on travaille d'une manière assez atypique, parfois sans se voir, à 6000 km. C'est assez passionnant. Et ce qui est de plus en plus passionnant, c'est les interactions avec les entreprises, parce qu'il y en a effectivement de plus en plus. Donc maintenant, je vais passer la parole à Harold. Merci, Christian. Okay. J'ai 2 morceaux de technologie. Je ne sais pas si je peux m'en servir, mais je vais essayer. Donc, bonjour du Canada. On va voir ce qu'on peut voir. On va voir si ça marche. Ah oui, OK. Je pense que la dernière session et la session avant, quelqu'un a parlé du train qui est en train qui a déjà quitté la gare. Je ne sais pas si vous étiez ici. Y a-t-il quelqu'un ici qui connaît le Clue Train, le manifeste Clue Train? Bien, le Clue Train est parti il y a 15 ans. En 1999, 4 personnes ont écrit le manifeste Clue Train qui est disponible à cluetrain.com. C'est disponible dans plusieurs langues, incluant le français. Et vous voyez là, il y en a 95 thèses. La première thèse, ça veut dire que les marchés sont les conversations. Et je pense qu'on a vu ça aujourd'hui et on voit ça de plus en plus avec l'Internet, le Web, les médias sociaux et tout. Le 6e est intéressant, vous voyez ça là, je n'ai pas besoin de le lire. Mais c'est numéro 7 qui m'intéresse et je vais discuter un peu. C'est que les hyperliens renversent les hiérarchies. Moi, j'ai commencé à travailler à mon compte il y a 11-12 ans et j'ai lu le Clue Train en 1999 quand c'était sur le web et j'ai remarqué que certainement le monde est en train de changer. Et ce que les hyperliens font, c'est qu'ils percent des trous dans les organisations. Mais il y a 3 choses que j'aimerais souligner. Le premier, c'est l'information illimitée. À l'extérieur des organisations, aujourd'hui, on a l'information illimitée. On peut chercher presque n'importe quoi sur Google, des fois sur Bing, sur autres systèmes. Puis on peut trouver, sans aller voir un bibliothécaire, une maison d'édition, quelqu'un responsable. On peut aller chercher quelque chose sans avoir la permission de quelqu'un d'autre.
Deuxièmement, on a ce que mon ami Sébastien Paquette, d'un Montréalais, il a écrit la première thèse doctorale sur les blogs, je pense que c'était en 1995. Et lui, il dit que les médias sociaux, ce qu'ils nous donnent, c'est la création de groupes ridiculement faciles. Ça veut dire que n'importe qui peut se réunir avec une autre personne n'importe où au monde. Et c'est un peu ce que nous avons fait ici. Moi, je viens du Canada. Je travaille avec des gens en Australie, partout aux États-Unis, en Angleterre, ici, en Afrique du Sud. Et c'est comme parce que c'est facile pour moi à faire affaire avec n'importe qui. Puis en plus, la dernière chose, c'est l'auto-édition. Et l'auto-édition, ça veut dire que moi, je peux publier quelque chose, oui, sans avoir la permission. J'ai commencé à faire mon blog, c'était comme un troisième, quatrième blog, mais c'est disponible à jarche.com. J'ai commencé ça en 2004. Et vers la fin de l'année de 2004, ma femme m'a demandé, elle m'a dit, Harold, ça ne fait pas de sens. Tu donnes toutes tes connaissances, là, puis personne ne va t'engager. Ça ne fait pas de sens. Tu es consultant, là, les gens vont t'engager parce que tu as des compétences et des connaissances. Et moi, je dis, mais je crois, chérie, je ne suis pas certain, mais je crois que le plus que je donne, dans l'avenir, le plus que je vais gagner. Moi, je demeure dans une petite ville de 5000 personnes. Je suis 1000 kilomètres de Montréal, 1000 kilomètres de Boston. Je suis loin du monde. Et il n'y a personne vraiment, je n'étais pas connu en 2003-2004. Maintenant, je suis conférencier partout au monde. Je suis blogueur. Vous allez voir sur mon blog, il y a comme des milliers de posts que vous pouvez lire. Même sur aximark.fr, quelques-uns sont disponibles en français. Mais ce que je vois, c'est ce que... Donc, moi, j'ai vécu l'Internet. J'ai vécu le web, j'ai vécu le pouvoir du web. Maintenant, quelqu'un qui demeure dans un petit coin du monde, loin du monde, là, et je travaille partout. J'ai des partenaires d'affaires à San Francisco, ici, à Londres. Et c'est parce que j'ai donné, j'ai partagé mes connaissances, et puis j'ai créé des relations. Et ce que moi j'ai vécu il y a 11-12 ans, ça arrive maintenant dans les organisations. C'est que maintenant, dans les organisations, on a l'information illimitée, parce qu'on a nos smartphones ou quelque chose comme ça. On a aussi, on peut créer des groupes, et en plus, on peut publier des choses sur les réseaux sociaux à l'interne, à l'externe, ou même les communautés de pratiques privées. Donc, vous voyez ici, là, c'est que l'entrepreneuriat, c'est l'autonomie économique. Et ce que moi, je vois maintenant dans les organisations, c'est ça ce que ça prend pour continuer l'organisation, c'est un esprit entrepreneuriat, mais de tout le monde et à l'interne, mais pas juste à l'externe. C'est comme l'externe est arrivé à l'interne. Et si les RH, les DRH veulent continuer à être viables, continuer à donner, à aider l'organisation, c'est ça ce qu'il faut faire. Il faut aider les gens à continuer à être motivés de devenir plus entrepreneurs. Et vous voyez ça, c'est l'autonomie, ça c'est facile à comprendre. Les compétences, les gens, ils doivent avoir la chance de maîtriser des choses continuellement. Et ce que l'organisation peut donner, c'est l'appartenance. Moi, j'appartiens à quelque chose qui est important. Et si vous faites ça, si vous ciblez vos efforts sur ces trois choses-là, je pense que vous allez continuer à avoir une viabilité dans l'organisation pour le long terme. Parce que tous les gens sont des entrepreneurs de plus en plus dans les organisations. Et puis maintenant, je vais passer à Jane. Voilà, donc depuis quelques années, enfin je dirais depuis 14 ans à peu près, un peu plus, je travaille en tant que consultante indépendante dans tout ce qui est stratégie. Au début, c'était Intranet. Maintenant, c'est devenu ce que j'appellerais en français l'espace numérique du travail. Donc, c'est un espace beaucoup plus large que ce qui était compris dans les Intranets il y a quelques années. Chaque entreprise a, au fait, ce que j'appelle en anglais un digital workplace. C'est plus ou moins bien organisé, plus ou moins cohérent. Mais ce n'est pas quelque chose de magique, c'est simplement l'écosystème de toutes les choses que les personnes utilisent dans leur travail.
J'ai édité donc un rapport, c'est le 8e rapport annuel qui résume mon analyse d'un grand sondage que je fais en ligne tous les ans. Le sondage est très détaillé, il faut au moins 1 heure pour répondre à toutes les questions. L'année dernière, il y avait plus de 300 entreprises autour du monde qui ont répondu. Cette année, l'enquête débute lundi prochain, si tout va bien. Et vous êtes bienvenus pour participer à l'enquête si ça vous intéresse. Vous avez en échange pour votre temps, vous avez une copie gratuite du rapport que sinon je commercialise sur le net. J'aimerais vous montrer un modèle que j'ai défini, mais pas toute seule. C'est un modèle qu'on appelle le Digital Workplace qui a mis à peu près 24 mois avant d'être, on va dire, accouché. Chaque année, je travaille avec un conseil d'experts. Je ne crée pas mon sondage tout seul. Je crée chaque année un advisory board d'une vingtaine de personnes qui sont partagées à peu près moitié-moitié entre les gens qui pratiquent dans les entreprises, les responsables collaboration, les responsables intranet, etc., dans les grandes entreprises, et les experts indépendants, les thought leaders. Et donc, on travaille ensemble pour définir les questions, comment on va poser les questions, etc. Donc là, c'est le modèle que vous voyez là, que nous avons défini sur 2 ans et on a testé avec pas mal d'entreprises. Ce qui est différent dans ce modèle, c'est le fait qu'on a défini le Digital Workplace comme la convergence entre la personne, l'organisation et la technologie. Parce qu'il y a toujours une tendance à se concentrer beaucoup trop sur la technologie et au fait d'oublier que c'est simplement une dimension des nouvelles façons de travailler aujourd'hui. Là, je vais très rapidement vous expliquer ce modèle. Il y a 9 dimensions. Là, vous avez les 3 premiers. Donc, le individual, c'est l'individu, la personne dans l'entreprise, qui a la capacité de faire certaines choses ou pas dans le Digital Workplace. Il y a la dimension business, c'est-à-dire servir les clients, ou si vous êtes une agence du gouvernement, vous servez le public. Il y a l'aspect entreprise, qui veut dire la partie transverse à toute l'organisation. Et c'est simplement 3 dimensions différentes, 3 façons de regarder la capacité d'une organisation de faire certaines choses. Nous avons dans la partie enablers, que j'appellerai levier en français, 3 choses que nous avons définies. Il y a d'abord les process dans l'entreprise. Et ce qu'on a étudié dans ce modèle, ce sont les nouveaux process, les nouvelles façons de travailler. Il y a les structures qu'on a définies comme les structures virtuelles dans les entreprises, les espaces de communauté, les espaces d'équipe, les réseaux sociaux, les endroits, les lieux, ce sont les vrais lieux, mais virtuels dans les entreprises. Et ce que j'ai beaucoup de mal à définir en français, mais c'est reach, c'est-à-dire la capacité d'atteindre toutes les personnes dans l'entreprise. Souvent, ça passe par les services en mobile. Et la capacité de toutes ces personnes qui travaillent sur le terrain, dans les boutiques, dans les magasins, à recevoir les services aussi eux-mêmes de l'entreprise. Donc ça, c'est les 3 leviers qu'on a pris pour notre modèle. La partie que je vous montre maintenant, c'est la partie la plus difficile. La partie où, oui, je ne vous ai pas dit que suite à l'étude, chaque entreprise a son scorecard. Donc, c'est un système de notation qui indique où elle est, cette entreprise, sur les dimensions que vous voyez là, sur une base de 5 niveaux de maturité. Un truc typique à partir d'un niveau de maturité qu'on peut appeler 0 jusqu'à 5, où quelque chose est vraiment imbriqué dans la façon, dans les modes de travail. Et j'ai bien vu, avec l'analyse que j'ai faite l'année dernière, que cette partie mindset, que je dirais, on pourrait traduire peut-être comme mentalité, est la partie qui est là, la plus bas pour toutes les entreprises. Donc, ça concerne le leadership, mais pas juste le top d'une entreprise, c'est les leaders à tous les niveaux. Leader a été défini comme les personnes qui influencent les autres vers le changement. Dans une entreprise, il y a la partie culture,
On a posé des questions, on a pu voir les perceptions des personnes qui ont répondu aux questions, comment ils perçoivent la culture de l'entreprise. Et il y a asset, strategic asset, c'est-à-dire en voyant le digital workplace, est-ce que vous avez dans votre entreprise les pratiques qui montrent que pour vous, le digital workplace, c'est quelque chose de stratégique, critique. Il faut gérer ça comme un genre de patrimoine immatériel de l'entreprise. Et ces 3 dimensions en haut, ce sont les choses qui sont le plus challenging pour les organisations aujourd'hui. J'ai pris l'année dernière, enfin d'abord, la fonction RH. Vous êtes tous RH. Si vous êtes RH, levez la main. Vous êtes, pour moi, vous êtes ce que j'appellerais, excusez-moi, les grands absents dans le monde du digital workplace aujourd'hui. Dans le sondage que je fais chaque année, il n'y a même pas 10% des entreprises qui sont représentées par les RH pour remplir le sondage. Oui, vous voyez, je vois les réactions déjà dans l'assistance. C'est les communicants, c'est les DSI, tout ça c'est très bien, mais ce sont les dimensions qui sont partielles pour une entreprise. La dimension RH est vraiment fondamentale. C'est une fonction qui rassemble l'entreprise. Donc je vous invite tous à m'aider à changer cette proportion de participation dans l'étude. L'année dernière, sur les 314 entreprises, il y avait 15 qui étaient représentées par les RH. Et j'ai vu dans ces 15 entreprises, j'ai créé un petit segment, j'ai décliné mes graphes, et j'ai vu qu'il y avait déjà dans le premier objectif stratégique pour ces 15 entreprises, c'était l'appartenance. C'est ce que, Harold, tu as parlé de ça. Le sens d'appartenance, c'était leur premier objectif dans tout ce qu'ils faisaient dans le digital workplace. Une autre différence, c'était que dans ces entreprises, il y avait beaucoup plus de processus d'innovation ouverte dans l'entreprise, le crowdsourcing, pour avoir les nouvelles idées. Il y avait également beaucoup plus de services mobiles dans ces entreprises et il y avait, pour les individus, plus de capacité à parler, partager directement, sans intermédiaire dans l'entreprise, par les blogs, les wikis, commenting avec les commentaires qu'on peut mettre sur le blog de quelqu'un d'autre, etc. Donc, dans ces 15 entreprises, ces 4 dimensions étaient un peu plus fortes. Pour moi, le rôle des RH dans le digital workplace, enfin dans une entreprise, est d'aider à réduire le décalage entre tout ce qu'on dit qu'on veut faire au niveau influencer le changement et la réalité des pratiques, des process de tous les jours. Par exemple, il y a souvent les objectifs comme on veut que les gens collaborent. On veut travailler ensemble, travailler en équipe, augmenter l'intelligence de l'entreprise. Mais les systèmes de compensation sont basés sur l'individu. Donc déjà, on a une contradiction entre comment on compense les personnes, comment on les évalue, et qu'est-ce qu'on veut qu'ils fassent en tant que comportement. Donc il faut essayer de réduire ces décalages, et je pense que la fonction RH est bien positionnée. C'est peut-être la seule fonction dans l'entreprise qui peut arriver à le faire. Les RH sont normalement partenaires de la direction, et les RH représentent les personnes dans l'entreprise. Donc je vais m'arrêter, je pense que mes 9 minutes sont finies. Donc si ça vous intéresse d'en parler plus, volontiers, le sujet me passionne. Vous pouvez m'envoyer un mail. Vous avez mon mail, c'est très simple, c'est jane@netgmc.com. Envoyez-moi un mail si vous voulez discuter plus, si vous voulez un lien à partir de lundi pour contribuer à l'étude. Vous êtes tous les bienvenus. Et si vous avez des questions et des commentaires, vous m'envoyez un mail. J'aime beaucoup dialoguer par mail ou par Skype avec les personnes qui veulent discuter de tous ces sujets-là. Thank you very much. Merci Jane, merci Harold. Moi, je vais prendre ce petit appareil là. Voilà. En fait, on est vraiment dans une transition, dans un monde en transition. Et dans l'entreprise, il y a en fait de plus en plus de jobs qui vont devenir un peu, alors, je ne sais pas si on ne peut pas les qualifier d'obsolètes. Et en même temps, il y a de plus en plus d'opportunités. Et il se trouve que moi, j'ai vécu toute ma vie, ça fait 40 ans quand même, à la périphérie, dans l'innovation et dans des grands groupes comme à mon compte. Et je voudrais vous raconter très rapidement quelques petites histoires. Donc là, en fait,
quand j'ai commencé à travailler, c'était dans les années 70. Tout se passait, le business, c'était à la périphérie, c'était dans le bout de la France. Il y avait assez peu de connexions. Il fallait faire confiance aux gens. Au fil des années, on a vu une centralisation de plus en plus grande, avec quand même des tas d'exemples dans les entreprises tout à fait normalement constituées d'opérations qui marchaient très bien à la périphérie. Donc je voudrais juste vous faire part de... Moi j'ai passé donc énormément d'années à repartir de zéro. La première fois c'était en 1973. Je me suis retrouvé dans un bureau vide avec des cahiers, des bouquins de procédures par terre. Mon directeur général m'a dit, voilà, tu vas t'occuper d'un partenariat, c'était une compagnie d'assurance, qui m'a dit, on a signé un partenariat avec le leader américain de la vente de masse d'assurance. Ils vont s'occuper du marketing, on n'y connaît rien. Nous, on sera le partenaire pour la gestion. Tu vas t'en occuper. Si je te laisse dans le système traditionnel, ça va être le souk, ça ne va pas marcher. Donc, on va te mettre à la périphérie. Et je me suis retrouvé, donc tout seul. J'ai dit, il me faut des gens. Il faut que j'embauche. On m'a dit, non, on n'a pas d'argent, on n'embauche pas, donc tu vas voir la DRH. Donc j'étais voir la DRH, je suis reparti avec un ou deux syndicalistes, tous ceux dont personne ne voulait. Et on a commencé nos affaires. Donc nos affaires, c'était des grandes pages de pub dans les journaux qui disaient je vous donnerai 100 francs si vous allez à l'hôpital, donnez-moi un petit peu d'argent. Enfin, on achetait par correspondance. Ça a marché très bien. Et au bout de, allez, on va dire 4 mois, on était débordés. Donc j'ai appelé les États-Unis, les États américains, et j'ai dit venez, on va mettre vos procédures en marche. Il y a un type qui est venu une semaine. À partir de là, j'ai eu 2 heures de travail par jour et pas plus. Et ce qui est intéressant, c'est que tous mes gars que j'avais été chercher, qui étaient vraiment pas bien situés dans l'entreprise, ils y ont pris goût, ils sont devenus bons. Ils savaient, c'était simple ce qu'ils avaient à faire, on leur faisait confiance. On est devenu en 1 an et demi le truc modèle d'une organisation. Il y avait quand même 5000 personnes. Parce qu'en fait, je vous donnerai tout à l'heure, j'ai 7 clés, parce que ça s'est repassé après. J'ai ensuite été le conseil d'une entreprise qui n'est pas très drôle, ça s'appelle PFG, et en fait, on peut acheter ces obsèques avant. Donc, ils vendaient 16 000 contrats dans leur boutique PFG par an. Et il y a quelqu'un, pareil, qui s'est mis à la périphérie, qui a dit, on va faire autrement. Il s'appelle Didier Hasselmann, il a créé PFG Prévoyance, moi je l'ai aidé à le faire. On a inventé quelques concepts, et pareil, mais 15 ans après, en mettant les outils qu'il faut, en trouvant des gens, en leur faisant confiance, ils sont passés en quelques années de 16 000 contrats vendus par an à 100 000. Et la dernière histoire que je veux vous raconter, c'est il y a à peu près une quinzaine d'années, un des dirigeants d'un groupe d'assurance, toujours, m'a dit, voilà, on vient de passer un partenariat avec une caisse de retraite. Bon, c'est des mondes pas très faciles, mais ils ont 1 200 000 retraités. On va leur vendre des assurances. C'est vous qui allez vous en occuper. Dites-nous comment vous voulez faire. Et moi, j'ai dit, bah voilà, j'ai mon agent, je viens de vendre une partie, j'ai de la place. Vous êtes mal barré. Si vous mettez l'assureur et la caisse de retraite, ça va être un peu compliqué. Donc, donnez-moi 3 personnes de chaque côté. Je viens de créer une petite entreprise de données qui ne marche pas. On va créer un container et on vous rendra tout ça dans quelques années. Ils ont dit oui. Et nous avons démarré en externalisation, pareil, à la périphérie, une affaire qui, en 4-5 ans, on a lancé 15 produits, 16 produits, on a fait 200 000 clients. On a créé quelque chose avec... Il y avait une affaire intéressante là, c'est qu'on avait créé une informatique et un système de données, tout était mesuré. Il n'y a pas un battement de cils qui n'ait pas été mesuré sur 30 millions de communications. Et alors, j'avais mis, moi, quasiment dans une pièce, des gens qui avaient des compétences tout à fait différentes. Il y avait le marketing, il y avait les opérations, il y avait l'informatique, il y avait l'intelligence. Et en fait, on leur a fait confiance. Harold a dû le mentionner tout à l'heure, mais moi, je parlais à voix haute. C'est-à-dire que dans le bureau, je me baladais tout le temps en disant on pourrait faire ça, on pourrait faire ceci, on pourrait faire ça. Et ils ont tous marché formidablement. On a fait une opération
Ils ont fait une opération qui avait 15 ans d'avance et qu'on peut refaire partout, dans toutes les entreprises aujourd'hui, avec des gens tout à fait normaux, parce que ce n'étaient pas des gens spéciaux. C'est quelque chose qui peut être fait partout. Simplement, alors il y a 7 clés de succès. Il faut avoir la vision, il faut savoir la communiquer, parce que si on ne la communique pas, ça ne marche pas. Et là, il y a 2 clés qui sont essentielles après. Il faut la confiance. Il faut que quelqu'un vous fasse confiance. Il faut que votre boss ou votre client vous fasse confiance. Et il faut faire la même chose avec vos collaborateurs. Il faut surtout s'assurer qu'ils font la même chose avec les gens avec lesquels ils bossent, parce que ça, c'est plus compliqué. Si vous faites confiance, et s'il n'y a pas de système, ça ne va pas marcher du tout, ça va être catastrophique. Il faut un système. Dans tout ce que j'ai pu faire, il y a toujours eu un système, quel qu'il soit. C'est la contrepartie de la confiance, c'est la boussole. C'est le truc qui permet à tout le monde de savoir où il va. Ce n'est pas forcément le cas dans toutes les organisations aujourd'hui. Ce n'est pas toujours facile de savoir où on va. Ça, c'est une clé. Il faut laisser l'autonomie aux gens. Quand on innove dans une entreprise, on ne peut pas être dans le moule. Donc, c'est pour ça que je crois que beaucoup de choses peuvent être faites facilement aujourd'hui à la périphérie. Des petits trucs, des choses simples, mais en faisant confiance, parce qu'en plus, aujourd'hui, ça ne coûte plus rien. Bon, il faut une équipe diversifiée et ouverte. Il faut les laisser travailler. Alors, on a de temps en temps des surprises, mais il faut les laisser bosser. C'est la seule façon d'avancer. Le 7e point, c'est l'apprentissage permanent et collectif. Et dans toutes mes histoires, je crois que j'ai payé une seule fois 1 heure de formation. Par contre, ils étaient connectés. Ils ont tous appris ensemble, sans prendre de cours. Ils sont devenus super forts dans plein de trucs, et ensemble. Pardon, j'en oublie 2 qui sont extrêmement importants. Il faut que ça soit simple et il faut que ça soit focalisé. Bon, très rapidement, il y a un monsieur qui s'appelle Niraj Dawal, qui est américain, qui a dit récemment en fait, que la valeur dans l'entreprise, elle est en train de se déplacer, mais à une vitesse vertigineuse, de l'amont. C'est-à-dire que c'est là que les entreprises sont organisées pour l'amont, le produit, tout ce qu'il y a autour, la gestion, et ça se déplace vers l'aval. C'est le client qui est au centre. Et c'est la même chose, la périphérie, on va retrouver la même chose. En gros, il faut probablement mettre des opérations de plus en plus près des clients. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? En fait, en aval, c'est en faire plus pour les clients, faire changer la perception, choisir où on est concurrent, changer les critères d'achat, bâtir la confiance. Il faut redonner du pouvoir, de l'influence au terrain. Moi, je vis en fait au quotidien à 70 km de Paris, dans un village où il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a des tas d'enseignes qui ont des représentants là. Il y a 25 ans, ils avaient du pouvoir. Maintenant, ils n'en ont plus aucun. Et je pense qu'il faut leur en redonner, que c'est important. Très rapidement, l'organisation aujourd'hui, en fait, elle a 2 faces. Il ne peut y avoir qu'un dédoublement. Et on ne peut pas comprendre ce qui se passe si on ne le fait pas. C'est-à-dire qu'il y a le monde physique, il ne va pas changer, vous le connaissez par cœur. Et puis, il y a le digital. Et je reparlerai tout à l'heure un peu plus de ce qu'est le monde physique, où tout est fait pour durer, c'est solide, etc. Et puis, je vais très vite, mais je n'ai pas le temps. Le monde digital, lui, il est fluide, il est adaptable, et il n'est pas fondé sur les coûts, il est fondé sur la valeur. Donc, ce sont des choses tout à fait différentes. En fait, il y a 3 dimensions donc, dans la transformation digitale. Il y a la technologie, il y a l'humain et le business. Je vous laisse lire, je n'ai pas le temps. Je vous remercie. Je vais passer la parole à Alexis. Alors, je voulais vous partager avec vous un témoignage à la demande de Christian, à l'appel de Christian, qui a un peu fédéré les énergies pour aujourd'hui. Et probablement un peu, ça va faire écho à ce que vous avez vu d'une façon un peu différente, mais vous allez retrouver quelques clés. Mais je voulais le partager en tant que manager. J'ai été, maintenant je le suis plus, maintenant je suis coach de chef de projet, mais j'ai été manager d'une équipe d'une dizaine de personnes sur Paris, 5 personnes à Mumbai. Et à force de réfléchir à comment mieux travailler, comment être plus agile, comment utiliser les outils digitaux, comment s'améliorer, comment mieux travailler, c'est-à-dire comment réfléchir en fait à ce que c'est que le management. Et j'aime bien ce titre artisan en management, parce que management c'est pas une science, il n'y a rien qui vous donne une réponse à coup sûr, il n'y a pas une théorie qui va vous dire il faut fonctionner absolument comme ça. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus empirique, beaucoup plus humain, beaucoup plus expérimental, beaucoup plus artisanal. Et là, je voudrais partager avec vous 4 choses que j'ai remarquées dans ma pratique de manager, dans mes positionnements, dans mes comportements, dans mes croyances de manager. Je voudrais partager avec vous quelques petites choses qui ont bougé, basculé, et voir si ça fait écho en vous, ou en tout cas chez vos managers. Donc la première chose, c'est que
J'essayais de ne pas ressembler à ce manager que vous pouvez voir à gauche. Je dis j'essayais parce que j'avais la conviction que c'était pas comme ça qu'on pouvait faire fonctionner une équipe. C'est pas comme ça qu'on peut réussir à travailler en équipe de façon efficace. Mais pour autant, en tant que manager, parfois j'avais moi-même la pression. Et ayant moi-même la pression, de temps en temps, je savais plus trop comment faire, si ce n'est à la transmettre aussi. Et du coup, à me transformer comme ça. Je ne m'aimais pas quand j'étais comme ça, mais des fois, je ne voyais pas comment faire autrement. Et donc, je voyais mon job comme étant m'assurer que chacun est occupé à 100%. M'assurer que tout le monde arrive à 9h, ils partent tous à 18h, 18h30, ils sont tous occupés full-time, ils vont faire 2 pauses café, je m'assure que tout le monde est là. Voilà, je pensais que c'était ça mon job de manager. Puis, en réfléchissant à voir comment on pouvait être plus agile, plus réactif, plus dynamique, avec libérer l'autonomie, je me suis dit, en fait, mon job de manager, c'est peut-être de passer de ce gars-là qu'on voit à gauche au mec qui passe le balai là sur le curling. Je m'explique. J'ai vu mon rôle de manager plus comme un balai pour enlever les aspérités, enlever les différents problèmes, pour permettre au travail qui est la boule de curling, au travail d'atteindre sa cible, d'être fait, enlever tous ces problèmes-là que les coéquipiers pourraient rencontrer sur la route, me focaliser sur ça, et donc me focaliser à comment est-ce qu'on pourrait optimiser tous ensemble ce flux de travail, plutôt que de chercher à optimiser le temps de travail de mes collaborateurs. Donc, premier changement. Le deuxième changement, je crois que Christian en a parlé justement, c'est je voyais mon boulot de manager comme étant il ne faut surtout pas apporter de problème, toujours des solutions, que des solutions. Dès qu'on entend un problème, il faut apporter une solution, réfléchir. Et du coup, je disais la même chose à mes collaborateurs. Je disais non, je ne veux pas entendre parler de problème. Quand vous avez un problème, vous cherchez la solution et on discute de la solution directement. Bon. Et puis, en apprenant à mieux organiser le travail, à mieux travailler ensemble, à mieux gérer les risques, à mieux gérer les problèmes, à mieux collaborer ensemble, j'ai pu doucement comprendre que mon rôle de manager pouvait basculer plus vers une attention à l'apprentissage, à apprendre en allant, à autoriser des petites expérimentations qui peuvent échouer à condition de transparence, de partage de l'information, de savoir qui fait quoi, quand, grâce à des réunions par exemple quotidiennes, grâce à du visual management ou à des choses comme ça. Et donc j'ai pu me concentrer et à changer mon attitude de manager, d'arrêter de me concentrer sur la recherche de solutions systématiques à tout problème, mais de me concentrer plus sur qu'est-ce qu'on a appris. Ok, on s'est planté, mais qu'est-ce qu'on a appris? C'est ça qui est important. Ok, on a réussi, mais on ne va pas fêter nos succès. Mais qu'est-ce qu'on a appris? Parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre, qu'on ait réussi ou échoué. Le troisième point, qui est plus difficile à lire sur le point de gauche, mais c'est mon approche par rapport au changement. J'avais l'habitude d'imaginer le changement comme étant, on me parlait d'un changement d'un point A à un point B, je me disais, tiens, il faut prévoir un planning, un plan pour essayer d'anticiper de A à B. Un petit peu comme si je me retrouvais sur une autoroute complètement paumé là, sur ce plat de spaghettis d'autoroute. Et puis tout d'un coup, on se dit, prévois un plan pour réussir à aller à tel endroit. Oui, mais sur le chemin, il va y avoir d'autres voitures, il va y avoir des imprévus, des incertitudes. On ne sait pas très bien ce qui va se passer. Et finalement, mon positionnement par rapport au changement a été de moins en moins de m'assurer d'un planning pour aller d'un point A à un point B, et de plus en plus d'imaginer le changement comme un changement de proche en proche. Faire une petite action, une toute petite action qui allait provoquer des choses, et en fonction de ce qui était provoqué, de m'adapter, de réagir, de travailler ensemble pour trouver des nouvelles solutions et la prochaine étape. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est pareil, cette notion de centralisation. Tout à l'heure, Christian disait de la périphérie, les décisions étaient très centralisées, puis après elles sont passées un peu à la périphérie, et inversement. Et je pense qu'aujourd'hui, justement, et dans ma position, je me voyais en tant que manager comme étant le garant, centraliser les règles du jeu. M'assurer que tout le monde applique les mêmes règles du jeu partout, tout le temps, et être le gardien, le garant de ces règles. J'ai basculé un petit peu de positionnement, et on voit là ces enfants, par exemple, qui ne respectent pas la règle. Il est clairement écrit baignade interdite. Pourtant, ils s'amusent, ils se plaisent. Et ça, c'est une photo que j'ai prise, et je vous garantis qu'ils avaient raison de le faire. Il faisait 42 dehors. Et sinon, ils auraient tous fini à l'hôpital. Et donc, parfois, la règle centralisée n'est pas valable, n'est pas adaptée, n'est pas
approprié au contexte. Et il faut savoir en tant que manager plutôt chercher à développer le leadership et la prise de décision, la capacité d'influence, la prise de décision de ses collaborateurs. Je ne parle pas du leadership du manager en tant que tel, mais bien de la prise de leadership des collaborateurs. Et il est préférable en tant que manager de se focaliser pour développer le leadership dans ses équipes plutôt que d'être le gardien du temple et des règles et des processus qui parfois peuvent être un danger même pour l'équipe ou pour l'entreprise. C'était ma dernière illustration de ce qui a pu bouger chez moi en tant que manager, et je voudrais finir par deux conseils, puisque pour recentrer un peu plus la discussion sur le digital, deux conseils que j'ai envie de vous donner et qui me paraissent super importants. C'est que en tant que manager, après, derrière tout ça, j'ai pu utiliser aussi les réseaux sociaux qui m'ont permis, et le digital au sens large, qui m'ont permis d'aller encore plus loin sur pas mal de choses et de développer une équipe qui était très performante. Mais il y a une décroyance souvent dont j'entends souvent parler dans ces fameux programmes de transformation digitale, c'est on va prendre un outil digital, et puis on va se transformer. Je voudrais juste vous conseiller de penser à vous transformer pour pouvoir utiliser l'outil plutôt que l'inverse. C'est-à-dire que là, justement, c'est toutes ces réflexions sur le management et de changer de positionnement en tant que manager qui nous a permis d'obtenir beaucoup de valeur derrière des outils digitaux. Et ce n'est pas l'outil digital qui a apporté toutes ces choses-là, même s'il y a un effet de feedback, bien entendu. Et mon deuxième et dernier conseil, c'est si jamais vous avez commencé par les outils, vous avez peut-être commencé à designer des outils digitaux et autres, la plupart du temps, ils ont pour vocation de développer le social et le collaboratif. Intéressez-vous à comment sont conçus, décidés, choisis, déployés vos outils digitaux, parce que vous pouvez oublier, il est impossible de développer un outil digital qui va développer le collaboratif et le social sans que la façon dont il a été conçu, développé et déployé soit lui-même collaboratif et social. Trop souvent, c'est développé par quelques experts en séance, en chambre, qui décident pour tout le monde qu'est-ce que sera la solution digitale de demain. Il y a peu de chances que ça marche. C'est un conseil, à vous de voir ce que vous en faites. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Patrick Rhein, je me qualifie comme un serial entrepreneur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'ai une passion. En fait, je collectionne les actions et les parts sociales dans les entreprises. Alors, pas beaucoup, des fois j'investis 1 000 €, mais j'investis, mais en même temps, je participe à la vie de l'entreprise. Je les aide à se développer. Ma première entreprise, je l'ai créée en 87, avec l'ancêtre de l'Internet. C'était un site qui s'appelait 3615 BBTel, un serveur Minitel à l'époque. Donc ça remonte. Il y en a peut-être ici qui n'ont jamais vu un Minitel. Pourtant, c'était quelque chose qui a bien fonctionné. Et voilà. Et l'idée, elle est venue toute bêtement parce que mon épouse est puéricultrice et on s'est dit, on va faire un site comme ça. Puis j'ai créé une structure qui s'appelle Links. J'étais consultant. Links, c'est du portage salarial. Et pour vous dire comme quoi, des fois, la création d'entreprise, c'est compliqué, ça demande beaucoup de réflexion, j'ai rencontré un entrepreneur qui avait créé une société avec des coiffeuses à domicile. Il en avait 1500, il les employait et elles cherchaient elles-mêmes leur boulot. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire ça avec des consultants ? J'en ai parlé à un ami, on a passé 2 heures au téléphone à en parler, et le lendemain, il m'appelle, il me dit, écoute, ton idée, elle est super, je viens de donner ma démission, on y va. 2 jours plus tard, on a créé la boîte. Je ne savais pas vraiment où je m'engageais, mais en fait, on est arrivé quand même à 1000 salariés et ça a très très bien marché. Puis j'ai créé une société qui s'appelle Activis, qui aujourd'hui fait une 40aine de salariés. On est dans le web marketing, dans le SEO. On a même créé une formation universitaire dans le référencement qui est unique en France. Et on travaille avec des très grands groupes internationaux, nationaux. Ce dont je vais vous parler, c'est plutôt la partie Bimpulse. Parce que Bimpulse, c'est une société qu'on a créée avec une approche tout à fait originale. On a voulu faire un transfert de technologie depuis l'université. Alors ça, c'est une histoire, c'est une aventure. Faire un transfert de technologie depuis l'université française, ça nous a pris beaucoup de temps. En fait, je dis souvent, si Google était né dans une université française,
on n'utiliserait pas Google aujourd'hui, ça c'est sûr, parce que c'est impossible de le sortir. Ça a un peu évolué, ça a même vraiment évolué. Il y a des sociétés d'accélération de transfert de technologie qui ont été mises en place, et celles-ci fonctionnent très bien, et on a réussi à le faire sortir. Et Bimple, c'est un outil qui permet d'analyser le comportement de l'internaute, de le segmenter, et en fonction de ce qu'il veut et de ce qu'il fait, d'envoyer des messages à l'internaute, toujours sur le site. On ne va pas le suivre ailleurs que sur le site, et ça fonctionne très bien. On a voulu le faire sur Activis, c'était mon idée de le rentrer dans Activis, puis ça ne s'est pas passé comme ça parce que les professeurs voulaient eux-mêmes être actionnaires de la structure, on avait affaire à des entrepreneurs, et donc on a sorti, voilà, pardon, je vais revenir, on a sorti la structure en 2013, 1er janvier 2013 on s'est lancé, et voilà, en un an et quelques, les clients que nous avons réussi à capter simplement comme ça. Alors, bon, c'est l'histoire qui existe souvent, enfin, vous en avez sûrement entendu d'autres. L'originalité de cette société, elle réside dans son fonctionnement. En fait, on n'a pas de salariés. On fonctionne uniquement en réseau. Il y a aujourd'hui 5 ou 6 personnes qui travaillent autour de la structure, mais il n'y a pas de salariés. On va en avoir sûrement. Ce que je vais vous expliquer, ce sont les avantages et surtout aussi les limites. Mais on a trouvé des entrepreneurs qui croyaient dans le projet et qui sont rentrés dans le projet. Par exemple, le support, il se fait au Maroc. On a trouvé un ingénieur qui avait fait toutes ses études en France, dans des grandes écoles, qui voulait retourner au Maroc. Et tout le support se fait au Maroc. Si vous appelez, vous imaginez même pas que vous appelez au Maroc. Le numéro est français, mais ça fonctionne. Toute la partie formation et conseil, elle est faite par un consultant belge. On a le commercial qui, lui, est à Strasbourg. Et la structure, le siège, l'administratif, les locaux, c'est un petit bureau, c'est à Mulhouse, là où l'université avait donc développé ce produit. Et l'administratif aussi, c'est fait, on a adhéré à un groupement d'employeurs, donc c'est en fait une personne qui vient 2 demi-journées par semaine pour faire la partie administrative. Donc une structure hyper légère, avec des choses qui sont intéressantes, c'est que même l'université ne nous a pas demandé de verser des filles au départ. Elle est partie sur une option d'achat d'actions. Donc le jour où elle le souhaite, elle peut transformer, elle peut acquérir, enfin on va lui donner 800 actions de la société. Je ne sais pas si on fait une augmentation de capital ou n'importe quoi, elle aura accès à ces actions. Même l'université, à ce niveau-là, a eu une approche tout à fait intéressante. Et toute notre approche, c'est du design thinking, c'est-à-dire on fait ce qui est faisable, désirable par le client et viable, rentable. Donc c'est vraiment une approche tout à fait originale. Tout le monde est responsable dans notre structure, puisque s'il y en a un qui ne fonctionne pas ou qui ne répond pas à un client, eh ben en fait, on va perdre. Et c'est leur moyen de vivre. Donc une structure de ce type-là, c'est tout à fait adapté à un produit dématérialisé, un produit digital comme l'est un logiciel en SAS. Toutes les charges sont proportionnelles aux revenus, ce qui nous permet de vraiment démarrer. Tout ça a fonctionné pendant 1 an et 9 mois. On avait un tout petit capital, hein, on voulait faire une preuve du concept, voir si ça marchait, c'était notre idée. On avait mis 2 500 € sur la table pour voir si le concept allait fonctionner. Et le concept fonctionne, donc on a réinvesti tous pour arriver à un capital beaucoup plus important. Même la licence au niveau de l'université, elle est proportionnelle aux ventes. On a réussi à obtenir ceci de l'université. Par contre, en fait, on a des limites. Parce que quand on vous demande la fiche ou la carte, la fiche d'identité de votre entreprise, la première question, c'est combien de salariés? C'est difficile de dire qu'on est une société avec 0 salariés. Donc on dit, on est une équipe de 5. On a trouvé la solution pour l'instant. Par contre, si l'on veut chercher des nouveaux actionnaires, si on veut faire appel à du capital risque, le fait qu'il n'y ait pas de salariés, ça pose un vrai problème. Donc là aussi, on se pose beaucoup de questions sur l'évolution. Mais je pense que notre système ne pourra pas continuer comme ça. Il faudra que l'on trouve en fait des salariés et qu'on
qu'on transforme certains intervenants extérieurs en salariés. Et puis, notre but, il est plutôt que de chercher des aides à l'embauche, de chercher des clients. Alors, ce que nous avons appris, c'est que toute la structure repose sur des compétences, uniquement des compétences et des talents. Et l'autre chose que nous avons appris, c'est qu'on ne peut pas forcer un salarié à devenir entrepreneur. C'est-à-dire, on cherche des entrepreneurs. On ne cherche pas des personnes qui viennent pour un entretien de recrutement et qui vont devenir entrepreneurs. On trouve vraiment des entrepreneurs dès le départ. Donc voilà un petit peu l'histoire, mon histoire, l'histoire d'une société pas tout à fait comme les autres. Vous pouvez en savoir plus en allant directement sur le site ou bien en me contactant à mon adresse mail. Voilà, je vous remercie. Merci Patrick, merci Alexis. Je voudrais vous dire qu'on a fait un petit site, il y avait l'adresse du site tout à l'heure, on a fait un petit site pour cette keynote. Donc si vous voulez ou en savoir plus ou sur les intervenants, l'adresse de mémoire c'est https et c'est devpro2014.squarespace.com. Voilà, alors on a très peu de temps, peut-être une ou deux questions si vous voulez. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à l'un des intervenants ? Est-ce qu'un des intervenants a une question à poser à l'un des intervenants ? Sur le web. Sur le web ? Ok, bon. Attendez. C'est mieux d'entendre la question. Pardon. Oui, quelle vision vous avez de où on en est en France là, par rapport à où est-ce qu'on a quelques points forts ? Est-ce que une forme de culture française, quand on est dans des groupes multinationaux, on constate que les Français sont parfois plus critiques, plus intellectuels que d'autres, moins directs, right to the point. Est-ce qu'en matière de numérique, on est bien, on a des points sur lesquels vous trouvez qu'on a un regard critique, fait qu'on nos sociétés et nos groupes sont sont bien, sont en pointe, ou est-ce qu'on a des points sur lesquels on est en retard ? Voilà. Moi, je vais commencer parce que je ne peux pas répondre, parce que je ne connais pas bien la France, mais je peux certainement dire, c'est qu'à chaque organisation où je travaille avec les multinationales et dans plusieurs pays, tout le monde pense qu'ils sont les pires. Oui, c'est ça. Il me précisait, Harold, c'est certainement la pire compagnie avec tu as travaillé. Et ce n'est pas la vérité. Presque tout le monde est dans la même situation, mais certainement il y a un contexte culturel aussi. Et ça, peut-être mes collègues peuvent répondre. J'ai travaillé avec beaucoup d'entreprises multinationales, beaucoup dont le siège se trouve en France, mais pas tous. Et oui, mon étude n'a pas détecté les différences parce que l'étude parle de toute la culture en général dans les grandes entreprises. Mais moi, sur le plan personnel, j'ai vu que les entreprises qu'on ne peut pas vraiment dire françaises, les entreprises comme, je ne sais pas, la Société Générale n'est pas une entreprise française. Ils ont plus que la moitié du personnel en dehors de la France. Et Alcatel-Lucent, ils ont plus de monde au Canada, aux États-Unis qu'en France, etc., etc. Le système hiérarchique est encore très fort en France, il n'y a pas de doute. Je le sens dans tous mes projets. J'ai travaillé avec les entreprises, j'ai travaillé avec IKEA et Ericsson, tous les deux en Suède, et Nokia aussi il y a longtemps. C'est beaucoup plus plat et il y a une autre façon de prise de décision. Il y a beaucoup plus de consensus dans ces entreprises dont le siège se trouve en Scandinavie. C'est plus long. Je mène un atelier dans un pays comme ça, on va mettre peut-être une demi-journée pour prendre une décision sur quelque chose. En France, la décision sera prise par le groupe de travail, mais pas forcément, ça ne sera pas forcément la décision finale parce qu'il y aura quelqu'un là-haut, plus haut, qui va prendre la décision finale. Donc, il y a les processus de prise de décision, il y a les niveaux de hiérarchie qui sont différents. Et les choses que je viens de citer pour la France, j'adore la France. Je suis devenue française, je vis là depuis plus de 30 ans. Mais je pense que ces choses-là font partie des choses qui font que la France n'est pas en avance aujourd'hui dans certaines matières. Les choses sont encore un peu trop rigides.
Et ce qu'on ne peut pas dire aussi, enfin, il y a quelque chose à souligner, c'est l'accord entre, par exemple, la Société Générale et Microsoft qui fait que chaque salarié de la Générale va avoir une tablette. Ils vont en donner 90 000, et ça très, très rapidement. Moi, je vous parlais tout à l'heure du dédoublement de l'entreprise avec le côté produit et le côté relationnel. Je pense qu'on va avoir des explosions générales dans la plupart des entreprises très rapidement. Et pour avoir évolué dans pas mal de pays, il est clair que les Français, tous ceux qui sont passés par la 6e, la 5e, la 4e, la 3e, etc., ils ont un câblage intellectuel qui fait qu'ils savent mettre en perspective mieux que beaucoup de gens dans d'autres pays, que la réussite, j'ai 3 enfants qui sont pas en France, tous leurs copains réussissent formidablement, tous les Français qu'on extrait d'ici réussissent formidablement, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas ici comme ça au digital. Il faut dire très clairement, ce qui est dit par l'étude de McKinsey, effectivement, ça a été souligné tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'était un problème de management. Il est clair qu'aujourd'hui, ils ont compris. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, les dirigeants n'ont pas compris. Et on va voir très rapidement, à mon avis, une bascule. Mais c'est vrai qu'il y a du boulot. Est-ce qu'il y a une autre question? Là, j'ai un micro par là. Est-ce qu'au rez-de-chaussée ou au sous-sol, je ne sais pas, quelqu'un a une question à poser? On a peut-être beaucoup dépassé notre temps de parole, donc merci beaucoup.